Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés. Nous sommes le mardi 3 décembre et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une émission que nous allons faire sur l'énergie. Alors pourquoi l'énergie, vous allez me dire dans ces temps? Eh bien parce que, à dire vrai, cette question autour de l'énergie et d'EDF en particulier résume deux choses. Premièrement, la perte de nos souverainetés. Et la souveraineté énergétique est une des principales, puisque, encore une fois, on ne peut pas produire, on ne peut pas être indépendant sans avoir cette énergie, et nous allons y revenir. Et la deuxième chose qui nous importe, en tout cas à l'Institut des Libertés, c'est la mauvaise compréhension du marché que cela a entraîné. C'est-à-dire que certaines personnes ont pu avoir l'impression qu'un libéralisme était intervenu à hauteur de l'Europe. Or, il n'en est rien. Ça a été une gabegie organisée par certains politiques, et ça a tout à voir avec la mainmise de l'Europe et absolument rien à voir avec une mise en concurrence qui n'a pas eu lieu, et nous allons aussi y revenir. Je n'utiliserai pas le mot gabegie, c'est du pillage. Du pillage. Du pillage. Gabegie, ça veut dire que ce serait involontaire. Oui, ça sera involontaire. Là, c'est un pillage organisé pour des milliards aux dépens des contribuables, aux dépens de nos souverainetés. Et encore une fois, cela n'a rien à voir avec une libre mise en concurrence qu'aurait pu être un modèle énergétique. Ça a été organisé pour les copains et les coquins, et certains ont ramassé des mises. Je vous envoie, il traîne sur les réseaux un graphique qu'a fait Lucide, qui reprend l'espèce de schéma complètement ubuesque auquel a donné lieu les sessions d'EDF, et nous allons y revenir aujourd'hui plus avant. Alors, pour ce faire, j'ai lu le livre d'Henri Proglio qui s'appelle L'étrange débâcle, que j'ai beaucoup aimé. Oui, une seconde, ça fait sûrement appel à l'étrange défaite de Marc Bloch. De Marc Bloch. Mais bien sûr. Où, encore une fois, c'était l'Allemagne qui était au cœur du problème, tu vois. C'était... Oui. Alors, d'ailleurs, l'auteur cite Marc Bloch de L'étrange défaite 1940 dans cette phrase que je trouve remarquable. On a pu croire que, maîtresses des grandes administrations d'État, les classes dirigeantes françaises avaient confisqué à leur profit le patriotisme et qu'il ne leur restait plus rien du passé de trahison. Il a suffi de bien peu pour dissiper cette erreur. Voilà. Et donc, Proglio dit tranquillement que notre classe dirigeante a été soit achetée, soit trahie volontairement, ce qui est quand même une accusation d'une gravité extrême. Alors moi, j'ai trouvé que ce livre était intéressant parce qu'on voit qu'il l'a écrit. On y décerne un de ses patrons, comme il y en avait à l'époque de Pompidou, c'est-à-dire qui ont vraiment le service public chevillé au corps. Je ne le connais absolument pas, mais il m'a fait un effet d'un homme noble de cœur, qui vraiment avait à cœur de mener cette entreprise, de faire le bien pour les Français, qui a dû négocier avec des syndicats, qui a dû négocier avec l'international. Mais qui avait l'air de s'entendre très bien avec la CGT, qui était c'est un homme de terrain, et qui s'est retrouvé en face de petit Macron, imbu d'eux-mêmes, qui arrivait, qui touchait les mains, qui lui disait « Ah, mais toi, mon Henri, on se fait pas ». Il raconte une fois dans un restaurant qu'il déjeunait avec un autre, et Macron passait « Mais Henri, on sait que il retombera toujours sur ses pattes, hein, mon Henri, passons au tutoiement tout de suite et à une espèce de proximité qui n'avait pas lieu d'être. » Parce que quand Pompidou avait été élu, il avait eu beaucoup d'amis. La première chose qu'il avait dit à tous ses amis, c'est à partir de maintenant, vous ne tutoyez plus le président de la République française. C'est-à-dire que accepter le tutoiement, je crois que Mitterrand, personne ne tutoyait. Ah non. Et d'ailleurs, il reprenait les autres... Il y a cet extrait assez rigolo où, je crois que c'est pour des vœux de Noël, et quelqu'un lui dit en off, avant que le micro, le truc, c'est OK. Il lui dit, mais non, mais pourquoi OK ? Vous me dites tout va bien, ou vous me dites, mais ne vous dites pas c'est OK. C'est quoi ces façons de parler ? Et David Douard, il avait dû voir Les Visiteurs, tu sais, c'était où il y avait le... Non, c'était avant, c'était avant. Mais parce que c'était un anglicisme. C'est un anglicisme. Et donc il disait, mais enfin, c'est quoi ces façons de parler ? Vous me dites tout va bien, tout est réglé. Bah, oui, c'est OK. Voilà. Alors, revenons d'abord sur l'énergie et ce que ça représente.
Pendant 64 ans, depuis la création de la CECA en 1952 jusqu'en 2016, l'UE a mené une politique énergétique prévoyante et équilibrée relativement qui protégeait les citoyens et les industries. C'est ce que nous avait dit notre ami belge, là, comment il s'appelle ? Voilà, alors ça c'est pour ça que je reviens sur ça. Et après on va passer sur EDF en particulier. D'abord j'aimerais qu'on revienne sur pourquoi l'énergie est importante. L'énergie est importante parce qu'elle est fondamentale à notre cycle de vie, pour la production de chaleur, contre le froid ou même le chaud, puisqu'aujourd'hui on a l'air conditionné pour 47%, le transport pour 30% et l'électricité pour 23%. Donc maintenant, revenons un peu sur l'historique européenne. Au moment du traité de Versailles, c'est quelque chose dont on ne s'est pas vraiment rendu compte. On a imposé à l'Allemagne de nous donner tout son charbon, et toutes ses femmes. Non, je rigole. Ça, c'était après quand ils sont venus. De nous donner tout son charbon parce que nos mines du Nord avaient été abîmées. Et en réalité, on le sait... On avait occupé la Ruhr, non ? On avait occupé la Ruhr. Et en réalité, on le sait maintenant, exiger autant en tant que vainqueur, c'était les condamner à un cycle de déflation horrible. De perte de niveau de vie. De perte de niveau de vie. Ils se sont retrouvés en cycle de déflation, dépression et ainsi de suite. Et ce qui a amené très nécessairement au pouvoir un homme aux idées pas très brillantes. Oui. Se nourrissant du sentiment d'injustice. Voilà. Le coup de poignard dans le dos. Et puis arrive le début de l'UE avec Schuman qui rompt ce cercle infernal et dit effectivement il faut qu'il y ait une énergie abondante pour tous. Et là, on est dans la préhistoire de l'UE. Ça commence donc par la création en 1952 de la communauté de l'acier et du charbon. Et puis plus tard, lors de la conférence de Messine, les 6 adoptent une résolution qui va dans le même sens que la déclaration de Schuman et qui a conduit à la création en 1957 de la communauté européenne connue sous le nom d'Euratom. Oui. Voilà. À cette époque, toutefois, le pétrole est bon marché, il est facile à utiliser, il remplace le charbon. Et en 1950, le charbon représentait... Mais on n'en produit pas. Oui, non, nous non. Représentait 80% de la consommation d'énergie des 6 États membres de la CECA. Ce chiffre est tombé à 65% en 1960 et à 30% en 1970. Il est aujourd'hui à 12%. Mais il remonte. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après la guerre de 6 jours, les choses se sont un petit peu tendues au niveau de l'OPEP. On est passé de 1 à $30 le baril, là. Voilà. Et donc, le 25 décembre 1973, l'Organisation arabe des pays exportateurs de pétrole intime qu'elles vont limiter dans un premier temps les exportations de pétrole de 5% par mois de tous les pays. Donc, ce goulot d'étranglement fait qu'on s'est dit d'un coup, les gars, il va peut-être falloir qu'on s'y mette parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'être aussi dépendant d'autrui. Et ça s'est fait aussi du côté des Américains, ça a été Kissinger. Signal en passant qu'en 73-74, les marchés des actions en Europe ont baissé d'à peu près 66 ou 70%, parce que tout le monde se disait, s'il n'y a plus d'énergie... comment on va produire ? Comment on va produire ? Et puis les bénéfices des sociétés, ils n'allaient pas être terribles. Il n'y avait pas de super profit pendant ces années-là. Oui, non. Il y avait des super pertes. Tu te mettais sur un marché obligataire à temps long et tu espérais... Non, le marché obligataire ne bouge pas, il est passé de 5 à 17. Alors il fallait acheter de l'or ? Oui, l'or est passé de 33 à 800. Ah oui. Ouais, c'était un bon moment pour l'or. Voilà. Revenons maintenant donc un petit peu plus sur EDF, donc comme Henri Proglio nous en parle dans ce livre. Alors il dit EDF c'est un service public à l'efficacité prouvée, une référence mondiale dans le domaine énergétique, une entreprise publique encore capable de rivaliser avec les meilleurs groupes privés. Mais, effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, on s'en rend compte, on hérite d'une France affaiblie. La France de 1946 prend très vite conscience, parce qu'on a des politiques qui réfléchissent bien, qu'on n'a pas de pétrole, qu'on n'a pas encore de gaz, et qu'on a des ressources en charbon finissantes. Donc ils se disent à ce moment-là, après 4 années d'occupation où on a payé quand même un lourd tribut, on se dit, voilà, il y a 3 défis majeurs. L'indépendance, la compétitivité du territoire et l'élargissement du service public à toutes les étapes de l'industrie électrique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'électricité soit pas chère, abordable et partout. Et alors là, je fais un commentaire. C'est, en tant qu'économiste, c'est ce que fait donc le gouvernement français à l'époque, c'est qu'il cherche à rendre la France moins fragile. Vous savez qu'on a beaucoup insisté sur le côté antifragile, et il est tout à fait évident qu'on peut penser que l'énergie, ça fait partie du domaine régalien.
Ça ne fait pas partie du domaine régalien aux États-Unis où ils en ont partout, ils en font partout. Donc ça peut être fait par le secteur privé de façon décentralisée. Mais quand on est dans une nation qui n'a pas de source d'énergie primaire, il faut bien que quelqu'un prenne la décision de faire des investissements à 40 ou 50 ans, et ça ne peut être que l'État. Donc, un libéral comme moi accepte parfaitement qu'on puisse avoir un monopole de l'électricité, à condition qu'il soit bien contrôlé, bien géré, etc., ce qui a été le cas pendant très longtemps de l'EDF. Et c'est autre chose dont tu parles souvent, c'est aussi, en développant ça, c'est ce que tu appelles l'approfondissement du capital. Capital, c'est exactement. Voilà. C'est l'approfondissement du capital, ça veut dire que pour que le niveau de vie monte, il faut que le travail étant ce qu'il est, il faut que vous mettiez de plus en plus de capital à la disposition des travailleurs, de façon à ce que leur productivité monte et que leur niveau de vie monte, et donc que les plus pauvres s'enrichissent comme ça doucement avec le temps. Et c'est ce qu'on a très bien fait, aussi curieux que ça paraisse, pendant la 4e et au début de la 5e. Mais depuis bientôt 15-20 ans, comme j'ai essayé de le montrer à plusieurs reprises, la rentabilité des affaires ne cesse de baisser en France, l'approfondissement du capital s'est arrêté, la productivité du travail s'est arrêtée de monter, et donc les pauvres restent pauvres. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument pas acceptable. Et ce qui est extraordinaire, c'est quelle est la réponse du système politique, c'est de dire on va taper sur les profits. Mais c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Le problème en France, c'est qu'il y a des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent, mais en dehors de France, mais que les sociétés qui sont en France ont des marges aujourd'hui qui sont les plus basses dans l'histoire. Donc on nous raconte des histoires, c'est pas en tapant sur les profits qu'on va enrichir les gens. Au contraire, on va les appauvrir. C'est énervant. Et alors, donc on est dans cette France d'après-guerre, et ce qui est à noter, c'est que les communistes sont les premiers à dire il faut vraiment que l'électricité soit abordable partout, et donc EDF est là pour véritablement faire l'effort d'aller en race campagne et offrir le même prix en réalité sur tout le territoire, parce que pour eux, dans un dégroupement d'électricité, bien sûr ça coûte beaucoup moins cher de me le proposer à moi qui suis au 6e étage d'un immeuble que de le proposer dans la Creuse là-bas ou au fin fond sur le plateau des 1000 Vaches où ils vont devoir tirer des fils, ainsi de suite. Mais c'est ce qu'a fait EDF, c'est de dire on va fournir de l'électricité partout sur le territoire et on fera tout le monde. Et on le fera à tout le monde. Et ça, c'est une vraie politique d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'électricité pas chère pour les Parisiens et chère pour les types dans la Creuse. On a fait une vraie politique et là, c'est compréhensible d'avoir en effet le même prix d'électricité. On subventionne la Creuse, mais après tout, elle a des... Donc, si vous voulez, encore une fois, il y a eu... On peut dire ce qu'on veut des communistes, aussi curieux que ça paraît, j'ai un vieil ami communiste qui vient me voir tout le temps ici. Qui m'a bouffé 13 chocolats la semaine dernière de ma boîte. Qui est très sympathique. D'ailleurs, il a écrit un livre aussi sur l'EDF. Il a tapé dans la boîte, là, il a écrit un livre sur l'EDF qui est très bien fait, que j'ai présenté. Et il y avait, on peut dire ce qu'on veut des communistes, mais quand même, ils étaient pour le développement, ils croyaient à la science. D'abord, pour commencer, ils croyaient à la science, ils n'étaient pas rétrogrades intellectuellement. Et deuxièmement, ils pensaient à long terme, c'est-à-dire qu'ils pensaient au bien de la nation, aussi curieux que ça paraisse. Ce qui n'a pas toujours été le cas des socialistes. Donc moi, j'ai toujours un petit fait pour les communistes, parce que on peut discuter avec eux, mais avec les socialistes... Mais d'ailleurs, il y a plein de communistes aujourd'hui qui se retrouvent chez les souverainistes, comme ton vieux copain, comme Régis de Castelnau, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, parfois, économiquement, ils pensent différemment, mais en tout cas, sur les souverainetés, on les retrouve. Donc, on peut travailler avec du communiste d'antan. Du moment que les gens ne sont pas tombés dans la LGBTQR, tu peux tout à fait travailler avec eux. Dès le moment où ils gardent un esprit scientifique, où ils gardent cette espèce de primauté de la science sur l'émotion, allons-y gamin, ça me gêne pas du tout. Moi, je les aime bien. C'est pas curieux, hein. Et donc, la France, à ce moment-là, est structurellement exploitatrice d'électricité, ce qui est un atout considérable, et elle affiche aussi un prix de l'électricité parmi les moins chers d'Europe, 2,5 fois plus bas que l'Allemagne. Ce qui est un avantage considérable, surtout dans une économie de la connaissance dans laquelle on rentrait. Enfin, on est rentré un peu après, bien après même. Mais parce que l'économie de la connaissance est extraordinairement consommatrice d'électricité. Donc ça veut dire que, normalement, on aurait dû avoir tous les stockages du cloud là chez nous, quoi. Mais non.
Alors, disposer d'une électricité bon marché, ça permet d'offrir des tarifs très avantageux aux industries les plus consommatrices d'électricité. À l'époque, il y avait l'aluminium, par exemple, alors, ça a fait effectivement les temps bénis du Sinor, de Péchiné, et on aurait pu garder aujourd'hui, enfin en tout cas faire venir, je pense à Bitcoin, les gens qui minent, puisqu'ils ont besoin d'une électricité pas chère, et d'ailleurs ils tournent le monde pour essayer d'en trouver des pas chères, mais au-delà de ça, toutes des entreprises qui sont énergivores. Péchiné d'ailleurs qui était vendu par les socialistes à Alcan ou Alcoa, je sais plus l'une des deux, et qui a disparu en France, quoi. Alors, quels ont été justement les choix stratégiques qui se sont posés ? Premièrement, pour avoir cette électricité, le choix de l'hydraulique. Ça, c'était très important en France. On va y revenir. C'était les grands barrages dans les années 50-60. Voilà. Je me souviens, il y avait des documentaires. Tu sais, quand on allait au cinéma, il y avait des documentaires. Avant le film. Et les documentaires, c'était toujours le barrage de ceci, le barrage de cela, les triomphes de la technologie française. C'était pour un petit jeune, c'était sympa. Alors, on va y revenir. Ensuite, ça a été le choix du nucléaire. Et ça a nécessité une grande discipline, parce que le nucléaire, quand on y touche, il faut le faire bien. Et puis, il fallait donc se poser la question, le nucléaire, très bien, mais lequel ? Puisque là, encore une fois, on est dans des idées d'avancée. En 1946, il y avait plusieurs possibilités. On a commencé avec la technologie dite de graphite à gaz. Ensuite, on est passé à l'eau lourde, puis à l'eau pressurisée. On s'est finalement arrêté sur l'eau pressurisée, mais en faisant cela, apparemment, nous avons tourné le dos à des acteurs français pour se tourner vers des acteurs américains. Et on est en 1947, au moment où ce choix a été entériné. C'était quoi, General Electric ou Westinghouse, j'imagine? J'imagine. Je ne sais plus. C'est à partir de 1960. Donc là, on a la CEA, Commissariat à l'énergie atomique, qui est en charge de l'enrichissement de l'uranium à des fins militaires. Et ça se déploie dans l'atome civil et ça réalise des prototypes de réacteurs nucléaires qui vont être exploités par EDF. Et Chinon sera la première centrale française qui comportera jusqu'à 9 réacteurs avant que le choix ne se porte définitivement sur la technologie américaine de refroidissement à eau pressurisée. Donc, on revient sur ce dont on parlait tout à l'heure de la guerre de 73, l'OPEP, hausse de 70% du prix du pétrole. Et là, à ce moment-là, Georges Pompidou est visionnaire. Il se dit, allez, on y va, all-in, pour le développement nucléaire. Il n'y a plus à transiger. On construit 58 réacteurs en 2 vagues, de 900 MW, puis de 1300 MW, et d'un nombre illimité de paliers. Ça favorisera l'effet de série. Le dernier réacteur raccordé au réseau électrique est celui de Clivaux 2 en juin 1999. C'était 2 réacteurs à eau pressurisée de 1450 MWh. Ouais. Donc le parc énergétique français affiche une puissance cumulée de 55 gigawattheures. Ça fait de nous le 3e producteur mondial derrière les USA et la Chine. Donc il y a 20 ans, nous avions toutes les cartes en main. La France avait alors atteint son niveau d'indépendance et de maîtrise énergétique dans les années 2000. Et elle contrôlait l'uranium avec Areva, elle contrôlait la production d'électricité et elle contrôlait aussi les techniques de distribution d'électricité. Donc on était les seuls au monde à avoir les 3. Et en l'espace de 20 ans, on peut dire à peu près à partir du gouvernement Jospin, qui a été un désastre, c'est lui qui a fermé Superphénix, là, les recherches, eh bien, on a cassé ce monopole qu'on avait. On a maintenant Areva, c'est plus que l'ombre de ce que c'était. La distribution d'électricité, on l'a cassée avec ces lois imbéciles dont tu vas parler. Et la production d'électricité, je crois qu'on a arrêté de faire des réacteurs, et le dernier qui vient de sortir, c'est Flamanville, qui va être accordé, ou qui l'a été il y a quelques mois, quoi. Donc, mais il a fallu 20 ans pour construire. Donc, c'est extraordinaire de voir, quand je vois des gens qui me parlent de l'État stratège, on se rend compte que l'État stratège a été détruit par ce que j'appelle les petits hommes gris. Complètement. Et donc, quand je vois des petits hommes gris sauter partout et me dire qu'ils vont être, eux, des stratèges, ça me fait rigoler, parce que je sais très bien que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, comme le montre très bien Proglio dans son livre d'ailleurs,
pour les élections cantonales de la semaine prochaine, aussi bien ils vont fermer ceci ou fermer cela pour gagner les élections. Tu vois, moi je suis atterrée parce que quand je lis un livre comme ça, avec la passion qu'il y a à l'intérieur de cet homme, avec l'amour de ce qu'il a fait, et tu le perçois, t'as pas besoin d'être... Les types de l'EDF étaient des... Et tu te dis, c'est un type qui a vécu EDF, qui a mangé EDF, qui a voulu faire le mieux. D'ailleurs, je raconterai une ou deux petites anecdotes, et ainsi de suite, et qu'un type valeureux comme ça, je le connais pas encore une fois, mais ça m'a vraiment touché. Il a un jumeau qui lui ressemble comme deux c'est roues. Vrai, soit mis à mal le patron de Morgan Stanley en France. Par toute cette horde de petits hommes gris. Que des Attal puissent même lui parler, ou des Macron, ça me dégoûte. Je me dis, on a tué nos capitaines d'industrie. C'est incroyable. On a tué... ça c'est arrivé à partir de Mitterrand. Comme ce que je dis tout le temps, c'est qu'autrefois, la haute fonction publique française était mal payée, mais ils étaient ce que j'appelais des moines soldats, quoi, C'est un moine soldat. C'était un moine soldat. Et ils faisaient ça pour la France. Et à partir de Mitterrand, la haute fonction publique française, est vraiment, en particulier celle qui venait de l'ENA, d'ailleurs, pas tellement, un peu moins celle qui venait du corps des mines, et encore avec l'Auvergeon, c'est discutable. Ils ont été corrompus. Et ça, la haute fonction publique française corrompue, c'est quelque chose que, moi, j'en avais jamais entendu parler. Parce que, bon, les hommes politiques, ils étaient corrompus, ça allait avec le métier, mais les types qui étaient vraiment là, dans les brouages de l'administration, c'était vraiment des... Tu te souviens, ton grand-oncle, quand il était au Quai d'Orsay, oui, ton père, mais même, il prenait pas un timbre du bureau. Non. Il allait faire timbrer son propre courrier. Il achetait ses timbres. C'est comme Madame de Gaulle, qui, quand ils n'étaient pas en mission officielle, elle déduisait tous les repas qu'il prenait du traitement de son mari, quoi. Voilà. Mais ça... Donc il y avait une espèce de cadre de fer, là, les Guillaume, les Delouvrier, etc., qui étaient tous plus remarquables les uns que les autres. Et ce cadre de fer, c'est ça qui a permis à Pompidou de lancer ce programme. Et ensuite, ils ont été remplacés par des Macron. Mais c'est affolant de se dire que des grands capitaines d'industrie qui ont géré des hommes, qui ont géré des sites, j'imagine même pas la difficulté que ça doit être quand tu touches au nucléaire, des ingénieurs qui ont monté des équipes, qui ont travaillé à l'international, qui sont allés monter des sites à Abu Dhabi, à voilà, se retrouvent avec des gars qui ont comme... Qui savent pas faire une règle de 3, qui savent pas ce que c'est qu'un hectare, quoi. Et qui ont comme background de faire des TikTok et... Non mais regarde, le maire, on lui posait la question, combien y a-t-il de mètres carrés dans un hectare, il savait pas. Alors ça, je peux te dire, je l'ai fait avec mes filles au brevet. Tu as des tableaux et tu te souviens, tu fais des tableaux et puis tu mets 1 litre fait 1000 et puis tu passes des zéros comme ça. C'est des tableaux de conversion. Donc c'est littéralement de brevet. Et mais il avait fait normal sup. Hein. Oui, et si tu t'en souviens pas, au pire, tu tentes un multiple de 10, 10, 1000, 100. Enfin, tu vois, tu fais, ça va rentrer dans... Donc on a remplacé des industriels scientifiques par des littéraires ésotériques, si j'ose dire, c'est-à-dire qui pensent, qui croient à des bêtises, quoi. Donc on a eu une baisse de la qualité de notre fonction publique qui a été considérable. Mais c'est ce que tu disais aussi souvent en citant Huntington, c'est que si les élites n'arrivent pas à relever le défi qui s'oppose à eux, et force est de constater en ce moment, avec ce qu'on constate à l'Assemblée, au moment où on parle, on ne sait pas si Barnier va sauter, ainsi de suite. Oui, mais moi je trouve ça dramatique, parce qu'on voit monter des petits Attal qui sont là, oui, il faut que nous soyons au rendez-vous de l'histoire. Tu dis, mais va te moucher, toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé du jardin d'enfants de l'Alsacienne au jardin d'enfants de machin, et ensuite il a même pas terminé Sciences Po. Il a même pas terminé ni Sciences Po ni Assas. Et ça joue aux grandes personnes face à des gens comme ça. Oui, mais enfin. C'est ça qui est tuant, c'est cette espèce de... Vous savez, c'est ce que disait Churchill, c'est que dans les périodes... C'est le même truc, mais Churchill disait, dans les périodes faciles, les chacals tuent les lions. Et puis quand la période devient difficile, les lions reviennent. Et aujourd'hui, on a été gouverné par des chacals ou des chacos. Moi, c'est comme les festivals. Hein. J'ai du mal avec les festivals, j'ai envie de dire les festivals. Il faut quand même se mettre d'accord qu'il y a des mots. Les chacos, ça devrait exister. Les chacos, ça devrait exister. Voilà. Le coup du chacal, tu connais le gars qui est dans un zoo qui commande je commande un chacal et puis ils vont me mettre un deuxième. Un chacal femelle.
Bon alors, en tout cas, pour EDF, donc c'est à partir de ce moment-là que les périls ont commencé à monter. Alors déjà, il y a eu beaucoup d'interférences en interne en leur disant « Oui, mais votre modèle de gestion de tout intégrer, ça va pas, il faut faire comme la grande distribution, il faut sectionner, donc il faut que le transport de l'électricité... » Ce qui est complètement con. Ce qui est complètement con. C'est exactement ce que dit Henri Proglio. Il dit au contraire, il faut tout intégrer et il faut penser ça comme un système et on va voir pourquoi. C'est complètement con, surtout sur l'hydraulique. Et... il dit que c'est complètement idiot d'essayer de scinder la distribution et d'imiter les modèles de la grande distribution alimentaire parce qu'on a tous les mauvais côtés et on n'arrive pas non plus à faire des économies d'échelle. Mais c'est exactement ce qui me tue, c'est que quand tu as un système comme ça, centralisé de production, par définition il est centralisé, il est au centre, tu n'as pas de gain de productivité marginal en périphérie. Le seul endroit où tu peux faire un gain de productivité marginal, c'est au centre, en produisant mieux au centre, et ensuite en distribuant, ce qui se fait normalement. Donc, cette idée de dire que les grandes distributions, ça achète localement, et ça vend localement, puis ça fait venir quelques trucs d'ailleurs, mais enfin, tandis que là, il peut y avoir qu'un truc centralisé. Donc, c'est une erreur conceptuelle. Encore une fois, c'est un type à Bercy qui s'est dit tiens, on va fractionner sur le modèle de la haute distribution. Mais les mecs te disent mais attends, nous on gère ça depuis 46, je crois qu'on sait mieux. Non, pas du tout, monsieur, vous allez voir, ça va être super. Je crois que c'était l'idée aussi qu'il fallait faire de la concurrence dans le domaine de l'électricité. Mais la concurrence, ça n'est utile que si justement par la concurrence vous arrivez à des gains de productivité. Mais là, comme on produisait pas plus, c'est qu'on distribuait différemment, c'était les mêmes qui achetaient au centre, qui eux se faisaient des marges. C'est exactement ce qu'il explique dans le bouquin. Il dit en gros, vous êtes dans un village et vous avez un boulanger qui fait du pain. Oui. Quelqu'un à l'Europe décide ah non, c'est pas bien. C'est un monopole. C'est un monopole, il faut pas qu'il y ait une personne qui fasse du pain. Donc on fait venir 5 autres personnes. Et on va les appeler boulangers. Sauf que les 5 autres personnes ne savent pas faire du pain. Donc ils achètent leur boulanger. Donc ils achètent chez le premier boulanger qui fait le pain à un prix de 0,23, on va dire, la baguette, et ils la revendent de 34. Mais entre-temps, ils n'ont pas fait du pain et toi... Personne n'a acheté plus de pain. Personne n'a acheté plus de pain et celui qui faisait le pain est toujours celui qui fait le pain. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Et alors à ce moment-là, le jour où le prix du blé monte, ce qui s'est passé, est-ce que le type qui faisait la baguette à 0,23, il peut plus la faire, donc il arrête de la faire, et les autres n'ont plus rien à vendre, mais les gars qui avaient signé des contrats pour acheter le pain chez lui, ils sont tous en faillite, donc on dit au seul boulanger qui fait le pain. Au seul boulanger qui fait le pain, maintenant vous allez vendre votre baguette à 0,23 alors que ça lui coûte 0,45. Et tous les actionnaires prennent la culotte. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce que je voudrais dire ici, c'est que l'EDF, à cause de ces conneries, a perdu, je crois que c'était l'an dernier, 25 milliards d'euros. Et alors quand tout le monde me gueule contre le super profit fait par Total ou par LVMH, j'en dis une seconde, vous trompez complètement là. Vous devriez gueuler contre les super pertes faites par ces cons-là, parce que perdre 23 milliards d'euros dans un machin qui est un monopole, qui est le meilleur producteur du monde, fallait avoir fait de longues études. C'était quasi... Normalement, EDF aurait dû rester en bourse, et elle devrait être à 500 ou 600, et les actionnaires devraient être très contents. Or là, ils ont réussi à foutre en faillite EDF. Mais c'est inouï, c'est-à-dire je ne sais même pas comment c'était possible. Alors, on va voir comment. Donc ça arrive par la directive 2014/23 de l'UE, Parlement et du Conseil européen. Mais qu'est-ce que l'UE a à voir avec notre texte du 26 février 2014. Pourquoi qui a décidé ça ? Ce texte prévoit la mise en concurrence de toutes les concessions de services publics. Désormais, chaque fois qu'elles répondent à un appel d'offres par concession de services publics, les entreprises peuvent se retrouver en compétition avec des concurrents européens et internationaux. Rapportée au secteur énergétique, cette directive est la première digue à avoir cédé sur le long fleuve de la mise en concurrence des barrages hydrauliques français. En 2021, les centrales hydroélectriques françaises ont produit 62,5 kWh, soit 12% de la production électrique française. C'est le mix français nucléaire hydraulique qui a permis à la France d'être indépendante avec ses 400 centrales hydrauliques et plus de 600 barrages en France. Et alors il faut expliquer ça aux gens, parce que la façon dont ça se passe, c'est que le barrage électrique, quand vous avez une faible demande d'électricité, vous laissez l'eau monter dans le barrage. Voilà. Et puis si ça... J'allais l'expliquer, mais tu peux l'expliquer maintenant. Donc si d'un seul coup, il y a une forte demande d'électricité,
c'est comme une énorme batterie qui serait là, vous laissez tomber l'eau et ça fait plein d'électricité. Et puis ensuite, donc les barrages, c'était un petit peu le système d'équilibrage de toute la production. C'était complètement le système d'équilibrage de toute la production et ça leur permettait justement, c'est sur l'hydraulique que tu peux vraiment faire du profit. Mais c'était le mix hydraulique, nucléaire, ça marche tout le temps à 100% et vous aviez à côté un système qui marche de 0 à 100 et qui permettait d'équilibrer complètement la demande. Mais si vous vendez un barrage, je sais pas, à une société suisse, eh bien à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vouloir produire de l'électricité tout le temps. Et ça ruine le système. Exactement. Et alors que... Ils sont cons, quoi. Alors que c'était la chose qui permettait en interne, quand tu avais tout bien intégré, de jouer à la marge. Et par ailleurs, ça te permet le reste du temps d'avoir une énergie sur laquelle tu peux compter. Parce qu'on rappelle que les autres, tu peux pas les stocker. Ne peut pas stocker le seul endroit. Alors, il y a même des gens qui avaient fait... dans certains pays, un truc qui était rigolo, ils avaient des centrales nucléaires. Et puis, quand il n'y avait pas assez de demande d'électricité, ils faisaient remonter de l'eau dans les barrages. Tu vois, ils allaient piquer de l'eau, ils le pompaient vers le haut. Et comme ça, quand il y avait une demande, ils le redescendaient vers le bas. Donc c'est pour dire à quel point la balance hydraulique nucléaire, c'est un mariage parfait. C'est si d'un seul coup tu sépares le nucléaire de l'hydraulique, les deux se retrouvent insuffisants. Et si tu cèdes tes barrages à des tiers, encore une fois, ça fait péter la cohésion du truc, puisque eux vont pas choisir de garder cette eau. Ils vont le produire tout le temps. Ils vont produire tout le temps. En faisant concurrence au nucléaire. Voilà, et faisant ainsi monter les prix à un moment où, au contraire, ça te permettait de réguler. Donc... Et alors, ce qui s'est passé aussi en 95, c'est qu'en 99, je crois, c'est ce crétin de Jospin pour gagner 3% aux élections qui étaient celles des écolos, aux élections présidentielles qui allaient arriver, où il a été battu d'ailleurs par M. Le Pen, ce qui me semblait être une excellente idée d'ailleurs, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait fermer l'endroit où on faisait des recherches sur le surgénérateur, qui était l'étape suivante. Et la France, là encore, était très en avance sur les autres pays, parce que tout le monde maintenant fait des recherches sur les surgénérateurs, mais nous, c'était il y a 25 ans. Quoi. Donc on était très en avance. Et un ingénieur de l'électricité, un arrêt métier avec qui je travaille d'ailleurs, m'a raconté que quand ils ont fermé Superphénix, les écolos étaient arrivés et avaient brûlé toute la bibliothèque. C'est-à-dire que ce sont des... comment on appelle ça, des anti-sciences, c'est comme si on brûlait tu sais, c'était les hitlériens qui faisaient bouquer les bouquins. C'est des ayatollahs, c'est des gens qui... Donc, c'est-à-dire que c'est des anti-scientifiques qui ont une espèce de croyance religieuse qu'on serait mieux si on marchait les pieds nus dans la neige, quoi. Mais grand bien leur face. Moi, je dis toujours à ces gens-là, allez dans le Larzac, allez marcher pieds nus. Mais c'est comme les types qui veulent t'empêcher de bouffer de la viande. Ils n'arrêtent pas de t'emmerder, mais je leur dis, je vous empêche pas de bouffer des légumes. Mangez ce que vous voulez, mais foutez-moi bien la paix, encore une fois. Non, mais tu remarqueras que tous ces gens qui ont des idées très fortes comme ça, ils veulent quand même forcer les autres. Quand tu as à table un végétarien ou un végétalien, tu es au courant dans les 2 minutes. Hein. Moi, j'arrive pas partout en disant, vous savez, bonjour, je mange de la viande. Mais eux, ils arrivent partout, bonjour, je suis végétarien. Je dis, mais je t'ai rien demandé. Je veux savoir si vous voulez un coca. C'est vraiment... Voilà. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est de la veulerie politique? Est-ce que c'est de la légèreté technocratique? Je crois que là, je vais reparler de mon bouquin, je suis désolé, qui s'appelle « La vérité vous rendra libre ». C'était le précédent, c'est pas celui sur l'épargne, dans lequel j'essayais de montrer que, dans le fond, quand on analyse ce qui s'est passé depuis 30 ans, ou 40 ans, et surtout depuis 20 ans, il y a eu une volonté délibérée de toute une partie des élites françaises d'organiser la perte de souveraineté de la France dans tous les domaines. Ce qui est arrivé à l'EDF, c'est l'euro aussi. Je veux dire, c'est l'euro, on a abandonné notre souveraineté monétaire. On a abandonné toutes nos souverainetés juridiques. Maintenant, c'est fait par la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice européenne, etc. Donc, on sent bien que toute une série des élites françaises a systématiquement cherché à ce que la France perde ses souverainetés pour qu'on puisse construire cette espèce d'État européen, etc. Et on en voit aujourd'hui les résultats. Imaginez, on arrive au moment où il va peut-être y avoir une motion de censure cet après-midi. Eh bien, la France aujourd'hui se retrouve dans une situation où, dans le fond, le FMI est à la porte. C'est-à-dire où les hommes politiques français vont perdre
toute possibilité d'agir sur notre pays. Oui, mais je suis persuadée qu'à ce stade, étant donné les profils des hommes politiques en question... mais c'est eux qui ont gagné tout ça. Macron, il est le premier. Donc, oui, mais ils sont contents. les trois quarts n'en ont pas conscience, tout contents qu'ils sont d'être à l'Assemblée et de faire leur malin. Ils n'ont aucune conscience du rendez-vous de l'histoire. C'est ça, c'est que tu te rends bien compte que dans le fond, ces hommes de fer dont on parlait tout à l'heure, là, ces moines soldats, ils ont été remplacés, qui étaient vraiment... la souveraineté de la France, c'était pour eux ce qui menait leur action. Ben, ils ont été remplacés par des gars qui ont une ambition, dont Trichet est un exemple parfait, d'enlever toute souveraineté à la France. Donc il y a eu cette espèce de basculement de moines soldats à vendus à l'étranger qui s'est passé dans les 20 ou 30 dernières années, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre. Et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, ces gens-là sont mis à détester notre pays? Et ça s'est passé dans l'éducation nationale, puisque ce que dit Brigelli toute la journée, c'est qu'en 1998-99, il y a eu des accords à Lisbonne pour, dans le fond, que l'éducation nationale devienne une garderie et qu'il y a quelques bonnes écoles qui soient pour les 5 ou 10% les meilleures, mais que les autres, c'était une fabrique de crétins. Donc ça s'est passé dans l'éducation nationale, qui était une des fiertés de la France, dans l'énergie, dans le droit, dans l'armée, partout. Pourquoi, par exemple, Sarkozy a-t-il accepté de faire rentrer la France à nouveau dans le commandement militaire unifié de l'OTAN, dont De Gaulle l'avait sorti, etc. Donc, est-ce qu'ils ont été achetés par l'étranger? Est-ce qu'ils ont été... Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce que dit Proglio, et c'est vrai, c'est que la loi NOM, qui est donc la loi qui nous en charge, qui a commencé au tournant des années 2000, enfin, c'est un travail de SAP qui a commencé au tournant des années 2000, et ça a été le dernier clou sur le concept d'électricité de service public. Mais c'était Delors. Vous le regardez, c'est le type qui a trahi son pays comme ça s'est jamais produit, quoi. Et donc, c'était lui qui était derrière tout ça quand il a été... Et donc, pourquoi un homme comme Delors, qui était soi-disant un chrétien de gauche, un type bien, alors que c'était pas du tout le cas, mais pourquoi a-t-il choisi de gouverner contre son pays? Et ça nous a privé pendant 10 ans plus ou moins de 2 milliards d'euros de cash flow. 2 milliards d'euros de cash flow. Voilà, et donc tout a été fait pour affaiblir EDF. Et la meilleure façon, c'est ce que je dis toujours en rigolant, si vous créez une affaire, comme disaient les Américains, le bonheur, c'est d'avoir un cash flow positif. Quand vous avez un cash flow positif, ben vous pouvez investir, vous pouvez prendre... Bon, EDF, normalement, compte tenu... Elle aurait dû gagner des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Elle aurait pu bâtir des centrales en France, bâtir des centrales à l'étranger. Elle était lancée pour être le fer de lance de notre industrie. Et puis, on l'a détruite. Mais volontairement. Ce que montre là, c'est que c'est volontaire, ce livre. Et c'est ce que j'essaie de montrer, c'est-à-dire que c'est pas simplement dans l'énergie, on le retrouve partout. Donc on a été gouverné par des traîtres à la nation. Alors, il y a eu ensuite, après la loi NOM, dans ce courant, l'ARENH. Oui, alors, ça c'était de forcer de vendre l'énergie nucléaire à un certain prix. Donc là... c'est l'histoire des baguettes. Oui, alors là, il raconte l'histoire avec le président de Suez, Gérard Mestrallet, qui lui s'était arrêté dans les négociations à 35 €. Il le fait monter, il discute, et finalement, il réussit à mettre à 42 € du mégawattheure sur le nucléaire. Donc aujourd'hui, dans ces échanges, le nucléaire est fixé à 42 € par la loi ARENH du mégawattheure, mais ça aurait pu être encore moins. Et bien sûr, alors ce que ça veut dire, c'est que Suez achetait de l'électricité à 42 € et elle allait le vendre à 48 à côté, mais elle n'avait rien produit. Voilà. Alors, parce qu'en matière d'électricité, le marché européen de l'énergie prévoit que le prix de gros soit calculé sur le coût de production de la dernière centrale qui rentrera en activité pour répondre à la demande. C'est la centrale nucléaire. Non, ils l'ont fait sur le gaz en plus. Attends, et cela s'appelle l'unité de production marginale. Hein? La loi NOM ayant aligné le tarif de l'énergie hors ARENH sur le marché, celui-ci suit le cours du gaz. Oui. Et quand le gaz flambe, comme ce fut le cas après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le prix de l'électricité s'aligne alors dessus. Dessus, mais alors que donc les Français en ont pris plein la tête, alors que c'était les Allemands qui avaient besoin de gaz. Donc on a augmenté massivement le prix de l'électricité en France, foutant en faillite des dizaines d'entreprises, comme les boulangers par exemple, qui ont besoin de beaucoup d'électricité. On a fait monter parce que le prix du gaz montait en Allemagne. Mais
Rien du tout, quoi. C'est complètement... Et donc, voici comment la France, dont seulement 7% de la production électrique provient du gaz, s'est retrouvée frappée de plein fouet par la crise énergétique. Mais en plus, quand tu dis 7%, c'est 7% marginaux, c'est-à-dire que sur des centrales qu'on a mis à côté des barrages, je sais pas quoi, et si jamais il y a une sécheresse, ben on met en route la centrale. Mais c'est pas du tout, ça fait pas partie du mix, tu vois. Le mix, c'est hydraulique plus nucléaire. Et alors, à ce moment-là, l'Espagne, le Portugal se sont rendus compte. Hop, ils sont sortis du truc. Ils sont sortis de l'arène et nous, on y est toujours. Et nous, on y est toujours parce que trop bon, trop con. Et on y est toujours, ce qui fait que notre industrie, normalement, pendant que le prix du gaz flambait en Allemagne, l'électricité aurait dû baisser chez nous. Et à ce moment-là, ben, on aurait gardé les usines de voitures en France. Ah oui. C'est encore une fois... Alors, bon, disons, on va dire un mot des énergies renouvelables, mais en gardant à l'esprit les ordres de grandeur. Le problème des énergies renouvelables, c'est que c'est pas renouvelable, c'est intermittent. Donc renouvelable, c'est un mauvais mot, c'est intermittent, donc ça marche, puis c'est comme si on essayait de faire du nucléaire sans hydraulique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose à côté. Donc quand tu fais de l'énergie renouvelable, tu dois mettre à côté une centrale à gaz au cas où il n'y aurait pas de soleil ou il n'y aurait pas de vent. Et si on regarde ce que ça a dépensé, parce qu'on dit toujours, oui, on regarde, mais il faut regarder les dépenses en amont, les États membres de l'UE ont investi la somme faramineuse de 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros. Et l'Allemagne a investi 600 milliards d'euros à elle seule. Pour arriver à quoi? À dépendre du gaz russe lorsqu'il manque de soleil ou de vent. Et aujourd'hui, comme ils n'ont plus de gaz russe, l'économie industrielle allemande est en train de s'écrouler et l'industrie chimique allemande est en train de partir aux États-Unis à fond la caisse parce que là-bas, l'électricité n'est pas chère du tout. Donc, quand on cherche à savoir, tu sais, dans le bon roman policier d'Agatha Christie, c'est à qui profite le crime. Ben, tous ces crimes qui ont été faits contre l'industrie française et allemande, c'est toujours en faveur des États-Unis. Et donc, tu peux pas t'empêcher de penser qu'il y a eu des comptes en Suisse ou aux Bahamas qui ont dû être bien approvisionnés. Vers les pages 169, 171, 170, on parle ici de la vente des turbines Arabelle à General Electric. Et on reconnaît qu'Arnaud Montebourg, alors ministre de l'économie, le dit, est le seul qui prêta une oreille attentive. Et sinon, c'est quand même l'entourage du président actuel, un certain Emmanuel Macron, qui a dit non, mais c'est un caractère privé de la transaction. Mais vous vous rendez compte qu'il a vendu les turbines nucléaires qui équipent le Charles de Gaulle et les sous-marins nucléaires, et dans le fond, ça voulait dire qu'il a fait passer l'entretien de ces turbines à General Electric, c'est-à-dire l'endroit, à la limite l'endroit où étaient nos sous-marins, General Electric était au courant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est de la haute trahison. C'est vraiment ça. C'est de la haute trahison. Et il paraît qu'il les a rachetés maintenant, 2 ou 3 fois le prix qu'il les avait vendus. Je sais pas si... Il date de quand, ton bouquin? L'an dernier. L'an dernier, oui. Il paraît qu'il les a rachetés. Donc le Mozart de la finance, il l'avait vendu à 1, quand il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, il l'a racheté à 3, mais avec notre pognon. Hein. Bah, bien évidemment, tu pensais bien que ça allait pas être le sien. Non. Alors il raconte, Henri Proglio, une rencontre assez ubuesque, en tout cas pour lui, à l'époque avec Jean-Marc Ayrault, tout jeune Premier ministre. Et qui somment à ce moment-là les 4 grands chefs d'entreprise que sont Gérard Mestralet pour Engie, Luc Orcel pour Areva, Patrick Cron pour Alstom, en charge de construire les turbines des centrales nucléaires, et lui-même. Et l'objet de cette réunion, se répartir les zones de développement du nouveau nucléaire à l'international. Rien que ça, tu vois. Ouais. Donc ils sont 4 dans la pièce, et façon OSS 117, il s'agirait d'aller pacifier le Moyen-Orient et se rétablir... Et le grand spécialiste en face d'eux, le Premier ministre, est professeur d'allemand. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne doit pas reconnaître une bille en fer d'une bille en terre, quoi, tu vois. Donc le roi de Jordanie était venu à Paris, et dans sa liste de courses, il y avait l'idée d'acheter une centrale nucléaire de 80 000 watts de 900, pardon, pour la Jordanie. Alors Ayrault convoque tout le monde, et puis tout le monde est assis là, et alors il leur dit, alors la Jordanie, c'est pour qui, hein? Alors à ce moment-là, Proglio dit c'est pour Gérard. Oui. Alors Gérard, c'était Gérard Mestralet. Alors il dit pourquoi vous faites ça, Proglio? Pourquoi vous en faites cadeau à Mestralet? Et alors il dit c'est pas Monsieur le Premier ministre, c'est parce qu'en Jordanie il n'y a pas d'eau pour refroidir les réacteurs et pas d'argent pour payer. Donc autant que ce soit Engie qui s'en occupe. Alors Mestralet était pas très content.
Et lui, de l'autre côté, il disait, écoute, il avait racheté toute une partie d'actifs en Grande-Bretagne et il essayait, lui, d'avoir pour EDF la Grande-Bretagne. Oui. Avec British Energy et qu'ils ont rappelé EDF Energy. Mais ça lui a pris du temps et ça a été aussi assez compliqué. Donc il dit voilà à quoi ressemblaient les réunions organisées par les responsables politiques pour faire croire aux médias que tout était coordonné et rationnel. L'équipe de France du nucléaire n'a été qu'une chimère, une simple opération de communication. Et ça, c'est une opération de communication. C'est autrefois, quand il y avait Pompidou, De Gaulle ou même peut-être Giscard, les gars qui ont confié des missions n'allaient pas rendre compte. Il rendait compte peut-être de temps en temps au président de la République, il le tenait au courant, mais ils n'étaient pas, si j'ose dire, dans le même temps que le Premier ministre. Tu vois, ils étaient en charge de, j'imagine pas Guillaume allant faire son rapport au maire de Nantes, quoi, qui était un brave crétin, quoi. Et il parle un petit peu aussi du sort d'Areva. Qui n'est toujours pas jugé, à ma connaissance. Non. Il dit, à peine nommée à la tête de la COGEMA en 2001, Madame Anne Lauvergeon a fait le siège de l'État pour créer Areva en rachetant Framatome et la fusionnant avec son entreprise. Elle pensait devenir un acteur important de la filière nucléaire, dans le secret espoir d'en prendre la direction ensuite. Elle n'a fait que poursuivre un mirage et entraîner un peu plus par le fond l'indépendance de notre puissance énergétique. Et il est gentil en disant ça. Gentil en disant ça parce qu'elle a quand même acheté une mine au Niger pour plusieurs milliards d'euros. Sur les conseils de son mari, le bien nommé Monsieur Frick. Dans lequel il n'y avait pas le moindre. Donc on a un truc qui s'appelle le bureau géologique et minier, ou je ne sais plus quoi en France, qui est l'un des meilleurs, c'est là où il y a les meilleurs géologues du monde. Allez. On aurait peut-être pu envoyer ce bureau aller voir s'il y avait ou pas de l'uranium là-bas. Et on l'aurait acheté aujourd'hui, que comme on se fait virer partout en Afrique, on n'aurait pas l'air malin aujourd'hui. Hein. S'il y avait eu quelque chose. Donc aujourd'hui, où nous avons perdu, alors que dans les années 2000, nous étions un des 3 acteurs majeurs en termes d'énergie. Et le seul ayant tout. Voilà. Aujourd'hui, il y a 3 acteurs majeurs devant lesquels nous nous retrouvons. La Chine, la Russie et les États-Unis. Et il serait peut-être temps en France que l'on prenne conscience de... On peut rajouter la Corée, hein, parce que la Corée, ils en font des réacteurs nucléaires, mais ils les vendent. Ils les vendent à peu près au tiers du prix. Mais ce qui est terrifiant, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes la Chine, qui ont fait de tels progrès dans l'industrie, c'est que ce qui nous prenait 6 ou 8 ans, maintenant, ils le font en 3 ans. Les mêmes. Hein, parce qu'on leur avait vendu la technique de flamme à 1000. Ils en ont déjà bâti 2. Donc, et alors, je vais dire un autre truc qui est effrayant, c'est que j'ai eu des contacts historiques avec une série de gars qui étaient tous dans l'industrie nucléaire française, tu sais, des ingénieurs des arts et métiers, qui sont des gars un peu qui font tourner les trucs. Ils me disent que eux, ils étaient des anciens du nucléaire, et ensuite, quand ça a arrêté, qu'il n'y avait plus de contrat, etc., ils sont partis monter leur boîte. Ils font des moules à vapeur, ou j'en sais rien, tu vois, n'importe quoi. Enfin, mais ils font des trucs qui tournent, quoi. Et ils me disent qu'il n'y a plus personne des arts et métiers qui est allé dans le nucléaire depuis 25 ans. Bah oui, puisqu'on leur disait que c'était foutu, que c'était pollué, que c'était la fin. Et donc aujourd'hui, EDF est obligé d'aller chercher des gars qui ont pris leur retraite, qui étaient dans le nucléaire, pour essayer de redémarrer la filière. Mais il manque toute une génération. C'est-à-dire que si aujourd'hui on prenait cette décision, il faudrait au moins 3 ans pour que rendre... Mais ensuite, attends, 3 ans, il faut ensuite qu'ils rentrent dans la pratique. En principe, qu'ils trouvent un gars qui était au-dessus d'eux, qui va leur apprendre l'astuce. C'est pas ici qu'il faut mettre la vis, c'est plutôt là-bas. Tu vois, des gars qui ont les mains dans le cambouis et tout. Or là, il manque une génération entière, donc il faudra en fait quasiment entre 15 et 20 ans pour recréer cette génération. Alors qu'on avait, grâce à Pompidou, grâce à des décisions courageuses, grâce à nos formidables barrages hydrauliques et grâce à nos scientifiques sur le nucléaire, une avancée absolument prodigieuse qui, encore une fois, nous aurait permis de rester un produit producteur. Parce que, comme Charles le dit, l'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée. Et dans cette équation, il y a bien sûr le terme d'énergie. Donc, il nous faut de l'énergie pour produire. Il nous faut une énergie bon marché, il nous faut une énergie rapide, il nous faut une énergie sûre et il nous faut surtout
une énergie indépendante. Ben voilà. Parce qu'on ne peut pas, et si la guerre des 6 jours nous a montré quelque chose, on ne peut pas être dépendant d'un pétrole extérieur. Ça nous rend beaucoup trop fragiles, et ce qui est le contraire de vouloir une souveraineté. Et donc, vous voyez encore une fois que c'est pas tout d'avoir des individus. On a eu quelques individus visionnaires il y a 70 ans à peu près, ou 60 ans, là, avec De Gaulle, Pompidou, Giscard, qui a fait pas mal de choses. Et ensuite, on a eu des gens qui n'avaient qu'une obsession, c'était de détruire ces outils qui nous permettaient d'être souverains. Et ça s'est passé, encore une fois, en politique, et je ne sais pas ce qui s'est passé dans notre système politique, qui a sélectionné ces gars-là, et ce qu'il y a d'extraordinaire... L'Europe a fait beaucoup quand même, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces gars-là, de gauche ou de droite, ils étaient tous les deux d'accord. Encore une fois, Fabius et Juppé, c'était pareil. Ils sont tous les deux suivis. Donc, la question qu'il faudra se poser un jour en tant que citoyen, c'est à qui obéissait-il ? C'est ça la vraie question. C'est pourquoi, à qui obéissait-il ? Et quels ont été les avantages qu'ils en ont tirés, eux ? Parce que je ne peux pas croire qu'il y ait eu cette unanimité sans qu'il y ait eu quelqu'un qui... Tu vois, c'est ça qui me trouble beaucoup, c'est ce que j'ai expliqué. Tu sais, encore une fois, c'est le vieux dicton, mais quand on pense... enfin, c'est entre la malhonnêteté et l'incompétence, toujours choisir l'incompétence. Mais quand tu as deux générations d'hommes politiques qui sont complètement incompétents, et ça dépasse c'est quand même dingue, effectivement, de choisir le service public et d'être à ce point-là incapable de servir. Voilà. C'est notable. Donc il y a eu quelque chose, quoi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, et ça me trouble beaucoup, parce que ça veut dire que notre méthode de sélection des élites a été capturée par quelqu'un qui n'était pas, qui n'aimait pas ce pays, quand même. Voilà, bon écoutez, je vous remets ce livre que moi j'ai beaucoup aimé, d'Henri Proglio, L'étrange débâcle, comment la France a perdu sa souveraineté énergétique. J'ai appris des choses, c'est raconté de façon légère. À la fin, il y a 2 chapitres qui sont plus pour parler des gens, que ce soit Ségolène Royal, mais ça peut le rendre vivant. Là, après, c'est chacun suivant sa chacune. J'ai raconté un petit peu le Conseil des ministres avec Hérault, parce que ça, c'était rigolo. Et il raconte aussi, donc, au début, en entrevue, avoir croisé Macron dans un restaurant alors que lui était avec un ami député, et la légèreté de ton et de façon de traitement qu'avait Macron, et ce qui est très désarçonnant vis-à-vis d'un homme d'État comme ça. Moi, je trouve que ce manque de maintien explique beaucoup de choses aussi. Ce manque de dignité. Inhérente à la fonction, et puis de respect envers lui, parce que passer pour un tutoiement aussi comme ça, quelque part, on a été camarades de chambrée, quand tu parles à un grand capitaine d'industrie, je trouve que c'est un peu léger de sa part, mais bon... Et surtout, enfin bref. Enfin, il est son aîné quand même, Proglio. D'abord, il est son aîné, et ça me rappelle la vieille blague, tu sais, que j'aimais tellement, d'un type qui était dans un restaurant comme ça, et qui voit Marcel Dassault, tu sais, je t'ai dû te la raconter. Ah oui, elle est formidable, raconte-la. Qui voit Marcel Dassault, qui était comme... Alors il va voir, monsieur Dassault, j'ai un déjeuner très important, est-ce que vous pourriez pas, quand vous quittez le restaurant, me saluer, ça me ferait plaisir, ça me donne l'impression à mon client que je suis quelqu'un d'important, donc Marcel Dassault lui dit bien sûr. Il sort, il dit alors Jean-Jacques, comment tu vas? Et Jean-Jacques se retourne et il dit mais enfin Marcel, tu vois bien que je suis occupé. Voilà, donc ça c'est vraiment, je l'aurais embauché tout de suite ce gars-là comme commercial. Mais autrefois on avait Marcel Dassault qui était aussi au service de la France, qui a réussi à faire un truc incroyable, c'est d'avoir des avions qui nous assurent notre souveraineté militaire d'une certaine façon, parce que c'est les meilleurs avions du monde, alors que les F-35 américains ils coûtent 260 millions de dollars par avion et qui peuvent pas voler quand il pleut. Alors, c'est pas des blagues. Hein. Donc, on avait comme ça des gars, mais Marcel Dassault, Nous, on avait une voiture comme ça, qui, s'il pleuvait et qu'on mettait les essuie-glaces, il y avait des courts-circuits. Il y avait des courts-circuits. Ça, c'est une voiture anglaise, parce qu'il pleuvait jamais en Angleterre. Donc, tu te souviens pas, on devait faire comme ça avec les essuie-glaces. C'était une belle voiture. Ouais. Bon, voilà, donc, encore une fois, la crise politique qui arrive
un livre comme ça n'est qu'une pierre dans l'édifice pour l'explication. Oui, mais je trouve ça courageux aussi qu'il le fasse. Il l'a fait, mais c'est une pierre. Mais ce qui s'est passé dans le nucléaire, ça s'est passé dans l'enseignement, ça s'est passé dans la médecine, ça s'est passé partout. Et la question c'est... Dans l'armée, pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que je pense qu'ils veulent faire les États-Unis d'Europe et qu'ils veulent que nous perdions toutes nos souverainetés. Et l'énergie, ça n'est qu'une pierre de plus à l'édifice, une pierre fondamentale. Et dans la reconquête de nos souverainetés et dans le fait de s'opposer à l'Europe et de reprendre nos billes, c'est absolument fondamental de considérer ça parce que, encore une fois, nous ne pourrons pas être une nation d'entrepreneurs, redégager de la croissance, sortir de la dette dans laquelle on nous a mis pour nous asservir, sans reprendre en main notre électricité, dont dites à vos enfants de devenir ingénieurs. Voilà. Et de ne pas aller faire de la finance comme des kikouillous. À Londres. Comme des kikouillous. Ça sert à rien, la finance. Voilà, et je le sais, je l'ai fait toute ma vie. Reste assuré de pas fini. Voilà, en attendant, le livre de Charles a été réédité. Si vous voulez vous occuper de votre épargne ou faire un petit cadeau pour Noël, vous le trouverez sur le site de l'éditeur Pierre de Tariac, édition Pierre de Tariac, ou sur Amazon, ou chez votre libraire préféré. Il était en réassort, mais c'est chose faite. Et puis, quant à nous, eh bien, ma foi, nous vous disons à la semaine prochaine. Bah oui. Et n'oubliez pas de mettre des pouces et d'en parler à vos amis. Merci oui, parce beaucoup. qu'on est blackboulé chez YouTube. Oui, on est blacklisté. Donc, on est très triste. Donc, on apparaît très mal dans les résultats de recherche. Plein de gens nous disent que, quand bien même ils sont abonnés, la petite cloche ne s'allume pas. Mais qui pouvons-nous c'est pas grave, on continue le travail. On est heureux que vous soyez là, mais on fait rien que nous embêter. On fait rien que nous embêter. Ils sont très méchants. Merci encore de nous avoir suivis. Au revoir, à la semaine prochaine.